Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous au FRAC Auvergne. Et bonjour Laura Hainaut. Bonjour Benoît, bonjour à toutes et tous. Ce que vous venez de voir ou d'entendre, c'est un extrait de Coropa, un film de Laura Hainaut qui est présenté ici au FRAC Auvergne pendant cette exposition Mtsamboro, de vos œuvres récentes et moins récentes. On en parlera évidemment dans un instant. On parlera aussi de Patron, ce jeune passeur malgré lui qu'on vient de voir sur ces images. Évidemment, c'est un regard qui transperce la nuit de l'océan Indien et qui, je crois, transperce aussi cette exposition. Laura Hainaut, réalisatrice et photographe, vous revenez avec cette exposition, je disais, sur plusieurs années, c'est ça, hein, de travail. Sur 15 ans de travail. Dans l'océan Indien, aux Comores, à Mayotte, à La Réunion. Et c'est évidemment, comme dans l'ensemble de votre œuvre, un travail réflexif sur des espaces de marge, des espaces de frontières, des espaces de résistance également. On est en compagnie pendant toute cette exposition de jeunes migrants, de jeunes clandestins, de jeunes désœuvrés aussi tout simplement, qui errent comme ça dans les paysages incroyables de l'océan Indien. C'est ça qu'on ressent dans cette exposition Mtsamboro. Avant de peut-être d'arriver jusqu'à l'océan Indien, on fait une halte à Rome pour comprendre un peu les origines et la genèse de cette exposition, Laura. Il y a un déclenchement, il y a quelque chose qui s'est passé à Rome. Oui, en effet. Donc moi, je suis originaire de la France et après avoir arpenté beaucoup le nord de la France, notamment Calais, Dunkerque, mais pour d'autres projets que celui-ci, j'ai effectué une résidence d'artiste à Rome et au travers de repérages dans des espaces, on va dire, entre la ville et l'espace naturel, donc toutes ces zones le long du Tibre, des parcs qui étaient un peu laissés à l'abandon. J'ai perçu des traces de vie, ou plutôt de survie, qui se manifestaient par des vêtements pliés, cachés dans des fourrés, une couverture camouflée, des branchages qui formaient un tipi, des armatures de cabane. Et en fait, ces différents repérages m'ont fait comprendre qu'il s'agissait de personnes qui se rendaient invisibles par nécessité, par survie, qu'il s'agissait de personnes en situation de clandestinité. Et c'est par ce rapport à l'invisibilité et au camouflage que j'ai décidé d'aborder les problématiques migratoires qui tranchaient avec une surmédiatisation et une survisibilité telle que je la connaissais à Calais, et encore on était en 2009, donc encore moins, on va dire, médiatisée qu'aujourd'hui. Et donc j'ai décidé d'investir ce sujet du déplacement, de l'exil, de la clandestinité, par ce rapport à l'espace naturel, par cette nécessité de vivre en camouflage. Donc c'est ça en fait, Mtsamboro, c'est une histoire de traces qu'on voit, qu'on ne voit pas, qu'on choisit peut-être aussi de voir. Et évidemment, c'est une des fonctions de l'art que de montrer peut-être des choses qu'on aimerait plutôt cacher. C'est vraiment cette histoire au départ, de traces. Alors, disons que ces traces perçues à Rome ont ensuite résonné de manière différente à l'île de la Réunion, où est vraiment né tout ce projet dans l'océan Indien, parce que je me suis intéressée à l'histoire de l'île, à l'histoire de l'esclavage et au marronnage, qui était la première forme de résistance à l'esclavage, puisqu'on appelait nègres marrons les esclaves qui s'enfuyaient des plantations et qui menaient une vie libre, cachée dans les fourrés, dans les ravines, dans les forêts, en développant toutes des stratégies de camouflage. Et donc cette forme de résistance au travers de l'espace naturel, pour moi, j'ai vu une résonance contemporaine dans des formes de clandestinité, telles que celles que j'ai décrites à Rome.
Et donc, c'est devenu une hypothèse aussi de réflexion en tant qu'artiste, de travailler sur ce que j'appelle des formes de marronnage contemporaines, c'est-à-dire des formes de résistance dans des espaces interstitiels que la société peut laisser, mais surtout ancrés dans les forêts, dans les mangroves. Donc Samboro, c'est surtout ça, en fait, qui est... c'est cette jeunesse mahoraise là qui nous entoure, qui pour moi revêt des formes de marronnage contemporaines. Des espaces de marge, on disait tout à l'heure, ça c'est vraiment une façon dont on peut définir l'ensemble de votre œuvre. Là, on parle aussi d'espaces de possibles, finalement, d'espaces de nuances aussi. Il y a quelque chose qui se joue dans Mtsamboro entre le travail autour de la fiction, vous venez, vous, de la fiction, et aussi le réel qui vient un peu frapper vos objectifs là, quand vous travaillez, quand vous arrivez à La Réunion et à Mayotte. Ouais. C'est vrai que donc moi je viens d'une photographie qui est mise en scène, qui a été scénarisée avec des personnes qui à l'origine faisaient partie de mon entourage. Et lorsque j'opère ce tournant comme ça à Rome de vouloir inscrire mon travail dans des problématiques, on va dire géopolitiques, politiques et sociales, je décide de garder ce rapport à la fiction et à la mise en scène. Et donc les toutes premières images qui ne sont pas montrées ici dans le cadre de l'expo avaient été faites avec des figurants. Et très vite, lorsque j'ai travaillé à l'île de la Réunion, donc les images qu'on voit surtout au rez-de-chaussée, ont été faites en collaboration avec des jeunes Comoriens qui étaient en situation d'exil, qui étaient sans papier, et avec lesquels j'ai travaillé 3 années de suite sur des images qui allaient remettre en scène des épisodes de leur parcours migratoire qu'ils allaient rejouer, mais dans lesquels aussi il se faisait une figure, on va dire, plus large de la représentation de la clandestinité. Donc ces images, elles étaient très scénarisées, alors que les images plutôt à l'étage le sont beaucoup moins. Certaines le sont. Oui, voilà, elles le sont. Les plus scénarisées ne sont pas dans l'exposition. Et ça, il faut bien le comprendre, en fait, quand on aborde cette exposition, c'est qu'il y a vraiment un équilibre entre quasiment des prises de vue. Vous disiez, on est en collaboration avec les jeunes, dont il est question et dont on parlera, évidemment. Et puis, il y a aussi un aspect documentaire. Voilà, c'est que tout mon travail s'inscrit dans le réel. Donc, il y a toute... une approche sociologique, anthropologique que je peux mener. C'est-à-dire que pendant l'année, je fais beaucoup de recherches, et puis après, il y a ce temps de prise de vue qui va venir un peu synthétiser les réflexions que j'ai, qui va venir se focaliser sur des lieux qui me semblent emblématiques, sur des scènes qui me semblent emblématiques. Et en fait, je constitue une équipe avec des jeunes que j'ai rencontrés, avec lesquels qui me donnent envie de travailler, à qui je propose une collaboration artistique sur plusieurs semaines. Et donc, ensemble, tous les jours, on va travailler sur des images sur lesquelles on se met d'accord. D'autres vont se passer sous mes yeux et je vais décider de les figer, de les capturer. Et donc voilà, mais on reste quand même dans un travail qui n'est pas non plus rejoué comme peuvent l'être des comédiens. C'est-à-dire qu'il y a une approche, surtout dans les parties qui sont filmées, c'est-à-dire qu'on va plutôt se mettre d'accord sur des situations où j'ai envie de filmer, et les jeunes vivent leur vie, en fait. Ils sont aussi actifs dans ce que vous fabriquez ensemble. Tout à fait. Dans ce que vous produisez ensemble. Ouais. Un mot de la nature peut-être, Laura Hainaut, parce que vous l'avez évoqué, mais c'est extrêmement important. Vous êtes aussi très attachée au lieu, et on voit que cette nature-là, qui presque parfois est un peu menaçante d'ailleurs dans vos images, est omniprésente, et qu'elle est aussi une des clés de compréhension finalement de cette expo et de tous vos travaux
dans l'océan Indien et ailleurs d'ailleurs et aussi. pas que, oui. C'est vrai que ce rapport au paysage, de l'inscription de l'individu dans le paysage, traverse tout mon travail. Et pour en revenir à ce rapprochement avec les formes de marronnage contemporaines, c'est vrai que les ravines, les mangroves, les forêts, le littoral dans lequel évoluent les bushman font partie c'est leur environnement et c'est celui dans lequel j'ai voulu aussi les représenter. Il y a aussi ce rapport à l'eau, à la mer, qui est extrêmement présent dans l'océan Indien et qui est aussi la frontière, en fait. C'est-à-dire que l'océan Indien, le bras de mer entre les Comores et Mayotte, constitue la frontière qu'il faut franchir et que Patron aide à franchir. Patron, donc c'est ce jeune passeur. Tout jeune passeur qu'on voyait dans cet extrait du film Coropa. L'idée, c'est quoi? C'est de visibiliser ces jeunes, c'est de montrer une partie de leur vie. Ça serait là un peu l'aspect documentaire de votre travail, Laura Hainaut? Oui, il y a d'un côté une réflexion artistique que je mène, c'est-à-dire un territoire que moi-même j'ai envie de comprendre, en fait, qui moi m'intéresse. En 2009, on ne parlait pas du tout de Mayotte et des Comores. En arrivant à l'île de la Réunion, j'avais jamais entendu parler de Mayotte et des Comores. L'histoire coloniale entre la France et les Comores, on n'en parlait pas. On en parle un peu plus aujourd'hui, mais de façon aussi un peu biaisée. Et pour moi, il y avait, un engagement, en tant qu'artiste, de vouloir mettre en lumière cette histoire coloniale, cette frontière que la France a créée de toutes pièces, parce qu'on parle beaucoup de la migration qui se passe à Calais, c'est-à-dire du fait que la France soit traversée par des populations exilées, mais on ne parle pas des frontières que la France a créées. Et donc, le point de départ de mon travail a été ce besoin pour moi de mettre ça en lumière et de aussi donner une visibilité à cette jeunesse, qu'elle soit, qui subit ce contexte de scission au sein de l'archipel, qu'elle soit du côté des passeurs que du côté des gens qui traversent. Et d'être aussi dans une forme de revalorisation d'une jeunesse qui est montrée dans les médias depuis quelques années d'une façon plutôt sensationnaliste, violente. Et ce qui m'intéresse, c'est aussi de pointer les causes aussi de ces tensions et de remettre aussi en avant que c'est des jeunes avant tout, qui sont aussi à un moment où tout est encore possible pour eux. Ouais. Mais sans occulter les violences, les problèmes, et on en parlera aussi, parce que c'est aussi dans le making-of finalement, de tout ce qui s'est passé pour vous à Mayotte, aux Comores, à La Réunion aussi. Juste un mot, avant d'accueillir un de ces bushmen dont vous parliez tout à l'heure, Bushman, je ne sais pas si on qui est va nous rejoindre. Bushman ou Bushman pour la vie, on va lui demander. demandera. On va lui demander dans un instant. Juste un mot sur cette frontière que la France a créée. Racontez-nous juste en quelques mots, c'est l'archipel des Comores qui a été coupé oui, alors et séparé. En quelques mots, c'est difficile. L'archipel des Comores est constitué de 4 îles à l'origine, qui sont Mayotte, Grande Comore, Mohéli et Anjouan, qui ont été sous protectorat français et qui, au moment de l'indépendance, disons que la France a fait en sorte de conserver Mayotte parce qu'elle avait une position stratégique, militaire, dans le canal du Mozambique. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas souvent dit dans les médias. Et donc, il y a toute une partie de la population qui a été influencée pour rester rattaché à la France. Et ce qui fait qu'au moment de ces consultations qui n'ont pas et qui ne sont toujours pas à l'heure actuelle reconnues par l'ONU, l'ensemble de l'archipel des Comores avait voté pour être indépendant, parce qu'un archipel, c'est un pays.
Et la France a décidé de considérer les résultats île par île. Elle a changé les règles du jeu comme ça en cours de route, et donc a décidé par ce moyen-là de rendre l'indépendance à 3 des îles, sauf Mayotte. Sauf Mayotte. Voilà. On va voir tout ce que ça pose comme problème, et on va demander à Nakini de nous rejoindre pendant qu'on visionne un autre extrait, un extrait d'un autre de vos films, Laura Hainaut, c'est Joe. Voilà. C'est Smoggy qui appelle Joe, qui invoque Joe. On ne sait pas trop s'il appelle un de ses chiens. Alors là, ça se passe à Mayotte aussi. Hein. On ne sait pas trop si Smoggy, le personnage qu'on voit, appelle un de ses chiens ou convoque les esprits. Là, on voit bien la frontière entre le réel et la fiction. Laura Hainaut. La fiction, ou je dirais plutôt l'invocation, comme tu l'as dit, des esprits. Aux Comores, il y a beaucoup de croyances en les djinns. Nakini en parlerait mieux que moi. Et donc, ils sont ces esprits invisibles qui s'incarnent dans les éléments naturels, on peut dire. Exactement. Bonjour Nakini. Bonjour à toutes et à tous. Et merci de nous avoir rejoints. Il se trouve que donc, vous vous êtes rencontrés, c'était en 2017 je crois, à Mayotte. Oui, c'est en 2017. Nakini, vous figurez dans cette exposition, vous êtes dans un des films de Laura Hainaut, le triptyque De quoi tu as peur. Ouais. Géoriao. Et voilà, en maoré. Et il se trouve que Nakini, aujourd'hui, vous vivez et vous travaillez à Clermont-Ferrand ou à Cournon d'Auvergne. Oui. Et donc, hasard de la programmation du FRAC Auvergne, on a la possibilité d'avoir à la fois l'artiste et à la fois un des alors quoi, personnages, modèles de l'expo. Je dirais protagonistes. Et puis, voilà, moi je dis plutôt des protagonistes, personnages. Et presque collaborateurs aussi. Absolument. Exactement. Alors Nakini, racontez-moi la façon dont s'est passée la rencontre avec Laura Hainaut en 2017 à Mayotte, où vous viviez, parce que vous êtes mahorais d'origine. Alors, en 2017, il y a Laura Hainaut qui commence à faire des images dans mon quartier, là où les bushman passent la moitié de leur temps. Et je commence à voir une personne qui filme que je ne connais pas. Et vu que je suis quelqu'un de très curieux, j'y vais vers elle, je commence à poser des questions sur ce qu'elle filme, pourquoi elle filme. Donc c'est comme ça plus ou moins qu'on se rend compte en fait. Et elle commence à me parler de ses projets, comme quoi c'était une artiste, qu'elle faisait des images. Et voilà, c'est comme ça que je... Et aussi parce que les bushman, tu les fréquentais. Oui, parce que... Parlons de ces bushman. Voilà. Et résolvons d'ailleurs cette question, est-ce qu'on peut être ex-bushman ou est-ce qu'on est bushman toute la vie? Comment est-ce que vous définiriez les bushman? Comment est-ce qu'on peut en parler? Moi je dis bushman toute la vie. Après, aujourd'hui, les choses ont changé, c'est plus les mêmes bandes, mais c'est bushman toute la vie. C'est quoi un bushman? Un bushman, c'est quelqu'un qui survit, qui essaye de s'en sortir, qui vit, je dirais, hors de la société mahoraise, mais qui se considère mahorais, mais qui n'a pas les mêmes chances que tous les autres jeunes mahorais. Et alors, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se transforme dans votre vie au moment où vous commencez à
à travailler avec Laura Hainaut, vous et le leader des Bushman avec lequel vous êtes très amis. Comment est-ce que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et comment ça se décline au fil du temps, au fil des mois qui passent? Faut savoir que, comme tu l'as dit, un des leaders des Bushman, c'est un de mes meilleurs amis. Et on passe plus de temps ensemble. Il m'explique à peu près les projets de Laura. Et moi, ça me plaît, j'essaie de suivre. Et je commence à sympathiser avec Laura et j'apprends de nouvelles choses. Et j'essaie de suivre ce qu'elle fait, en fait, et d'ailleurs. Disons que... Donc pour situer pour le public qui n'a peut-être pas vu le triptyque, les Bushman, c'est une bande de jeunes qui est originaire d'un village qui s'appelle Koungou, à Mayotte, et que j'ai cherché à rencontrer parce que je voulais travailler sur des bandes qui vivaient en compagnonnage avec des meutes de chiens. Et les Bushman, je les ai aperçus en train de longer le rivage à plusieurs reprises. Donc je ne vais pas raconter toute ma rencontre avec eux parce qu'elle a été un peu épique, mais arrive au bout d'un moment, ils acceptent de me rencontrer quand je leur présente mon travail. Et donc ils m'invitent à partager leur quotidien avec Atou, qui est mon assistant à Mayotte. Et donc on débarque un peu dans leur vie plutôt faite de survie. En fait, à cette époque-là, ils étaient en train de se construire un banga, un habitat collectif sur la plage. Tu pourrais en parler aussi. En fait, les bangas, c'est des espèces de petits bungalows où on se repose plus ou moins, on se pose tout le temps, on passe du temps. Et en fait, voilà, donc je commence à fréquenter les Bushman et en effet, je rencontre Nakini, très curieux, qui vient discuter avec moi, qui s'intéresse à l'image. Et donc, je lui ai proposé de m'assister en quelque sorte pour qu'il apprenne aussi des choses. Parce que pour moi, c'est aussi assez essentiel d'être aussi dans un partage des choses avec les personnes avec qui je collabore. Et donc, Nakini, il m'a à la fois assisté sur une partie du projet. Oui. Et en même temps, il figure à l'image puisqu'il côtoyait les Bushman, c'est aussi sa bande de potes. Ouais, j'ai grandi avec quasiment 90% d'entre eux en fait. Laura Hainaut, tout à l'heure, Nakini a parlé d'une rencontre épique parfois. On sait que l'univers des Bushman, c'est pas un univers exempt de violence. Est-ce que c'était ça, derrière le mot épique, que vous vouliez mettre? Mais c'est la question plutôt pour Nakini que j'aimerais poser. Comment est-ce qu'on pourrait caractériser alors, cette violence ou alors la méfiance peut-être que vous avez eue aussi collectivement envers le travail de Laura Hainaut et envers cette photographe qui arrive comme ça chez vous, dans vos mangas? Alors, nous, en fait, les jeunes Maoris, les Bushman, on a tendance à se méfier des gens qui viennent filmer parce que souvent, ils propagent des choses négatives ou qui sont plus ou moins pas bons pour les jeunes de Mayotte ou des Bushman, ce qui fait qu'il y a ce truc de barrière un peu où on essaie d'éviter les gens qui filment ou qui viennent faire des choses... de vidéos, des choses comme ça. Bon, 6 ans après, vous la revoyez, vous vous revoyez régulièrement, vous êtes là aujourd'hui, vous validez quand même tout ce qui s'est passé. Parfaitement. Mais parlons de la violence quelques instants, parce que c'est important. Vous l'avez vécu aussi, alors peut-être indirectement, Laura Hainaut, mais avec Atou, qui a été un peu votre fixeur, votre assistant en chef. Il y a eu une séparation à un moment. Ça a été un peu difficile aussi. Oui, en fait, travailler avec des bandes à Mayotte, c'est dur. C'est pas sans risque. Ça n'a pas été simple. J'en ai vu toutes les couleurs, mais je pense aussi que ma ténacité à vouloir travailler avec eux, avec des jeunes pour lesquels
l'idée d'un artiste représente pas grand-chose, parce que aujourd'hui, on va dire 8 ans après, il y a des images, même bien avant, parce que les premières images ont circulé il y a 4 ans. Mais à l'époque où je les rencontre, je suis une femme blanche avec une caméra et qui incarne, on va dire, un rapport, on va dire, je veux dire, les Blancs à Mayotte, c'est quand même ceux qui incarnent le pouvoir, l'autorité. Donc, il y a évidemment beaucoup de méfiance envers moi. Et c'est de la discussion quotidienne pour constamment avancer, en fait. On travaille avec un groupe où, au sein même de la bande, il y a des tensions, indépendamment de moi, mais c'est vrai que ma présence, elle a aussi exacerbé des tensions. Il y a des tensions de survie, des tensions aussi de lead, et que, oui, c'est pas simple, et que parfois on est aussi déçu, on peut être déçu voilà, on a failli me voler ma caméra, tous s'est volé son téléphone. Enfin, on travaille avec des jeunes qui sont en situation de survie. Et donc ces jeunes, à un moment donné, ils ont l'opportunité de choper un téléphone, ils le font. Et sur le coup, c'est hyper dur, parce qu'on se dit, on s'inscrit dans un projet au long terme avec eux, puis finalement, mais c'est des jeunes en survie, donc on passe au-delà de ça. Mais bon, il y a eu voilà, des moments, en effet, c'est-à-dire, je travaille avec une bande qui est en tension avec des bandes de villages voisinants. Donc il y a eu... tu vois, des histoires de vengeance avec des nuits où les chiens se sont fait voler. Enfin, t'en parlerais mieux que moi. Je te laisse la parole. Oui, en fait, c'est souvent des tensions entre quartier et quartier, où tu as des jeunes qui viennent voler les chiens, ou même des fois, tu as des histoires un peu sombres, je dirais. Mais ouais, c'est pas évident quand tu es le Raino qui vient à Mayotte avec du matos. Faut savoir que tout le monde est en survie. Chacun essaye d'avoir un petit peu sa part pour s'en sortir. Et dès que tu as quelqu'un qui a du matos qui coûte très cher, où tu peux vendre derrière, il y a des choses un peu qui se passent, et tu as du vol, ou tu as des arraches, des trucs comme ça. On a déjà envie de vous demander, Nakini, comment vous vous en êtes sorti. Comment est-ce que vous avez réussi, en fait, à pas tomber dans la violence, parce qu'effectivement, il y a aussi cette problématique de survivre, mais aussi de changer de cadre de vie, probablement. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous, peut-être en quelques mots, et votre arrivée même jusqu'à Clermont-Ferrand, et puis après, on reviendra peut-être aussi sur les conditions de vie et sur tout ce que ça raconte et tout ce que ça dit, parce que c'est ça que vous vouliez aussi montrer, en quelque sorte, hein, Laura Hainaut. Comment ça s'est passé, Nakini ? Alors, moi, en 2017, il faut savoir que je passais mon bac. Et après l'obtention de mon bac, j'ai eu ma bourse et j'ai pu venir en France pour faire mes études. Ce qui a fait que je suis venu pour faire mon BTS, pardon. Et donc, vous aviez peut-être le cas particulier d'être français. Oui. Et de ne pas avoir ce problème majeur qu'ont énormément de jeunes dans l'océan Indien, à 18 ans, de devenir clandestin parce que les parents n'étaient pas français, parce qu'on vient des Comores. Enfin, il y a tout un tas de raisons qui font qu'il y a une vraie problématique de jeunesse dans ces territoires-là. Vous étiez un peu isolé de ça. Oui, exactement. En fait, la majorité des Bushman, il faut savoir qu'ils sont souvent nés en Mayotte, mais de parents comoriens. C'est-à-dire que souvent, tu n'as pas les papiers, ce qui fait que tu n'as pas le droit à l'école, tu n'as pas le droit à la formation, donc tu n'arrives pas un peu à t'en sortir, en fait, et tu finis dans des choses un peu dans les marges. Compliquées. Oui, c'est ça. Et dans la clandestinité. Exactement. Donc vous n'étiez pas dans ce cas-là. Comment est-ce qu'aujourd'hui, avec cette exposition et avec le travail de Laura Hainaut, vous jetez un regard, c'est une question évidemment qu'on a aussi envie de vous poser assez vite, oui. Sur votre vie d'avant, vos amis, les Bushmen. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui quand vous regardez ces photos et ces vidéos ? Le fait qu'il y ait plus en plus d'histoires sur les Bushman, ou en tout cas sur Mayotte, qui soient partagées ici, ça me fait grave plaisir, parce qu'on voit un peu des histoires qu'on ne voit pas souvent, des choses qu'on n'a pas, on voit pas en tout cas. Et
comment dirais-je, avec du recul, je suis vraiment content de voir tout ça. Et aujourd'hui, il faut savoir que tous les Bushman sont contents de voir toutes ces images. Et voilà. Comment est-ce que votre travail est perçu à La Réunion, par exemple, où on sait que les problématiques migratoires sont extrêmement complexes et souvent mal vécues? Il y a en effet des tensions très fortes entre la population réunionnaise et la population comorienne et mahoraise, beaucoup moins fortes qu'à Mayotte, entre, on va dire, les Mahorais et les Comoriens. Mais, je veux dire, mon travail, j'ai pu le montrer à plusieurs reprises. Il a été très, très bien reçu parce qu'il s'inscrit aussi dans une histoire qui fait ce lien avec les formes de marronnage et avec aussi la réappropriation du chien, puisque à l'époque de l'esclavage, le chien a été utilisé par les planteurs et les maîtres pour garder les propriétés, pour protéger les plantations, mais aussi il a été dressé pour chasser les esclaves. Donc il y avait des chasseurs d'esclaves qui, avec des chiens, poursuivaient les esclaves en fuite et les ramenaient morts ou vivants. À Mayotte, le travail, il n'a pas encore été montré. Il va être montré prochainement parce que je sais qu'il va être reçu de façon compliquée. Parce que déjà, le temps, depuis 15 ans... Enfin, alors, à Mayotte, ça fait depuis 2015 que je travaille vraiment à Mayotte. La situation, on va dire, s'est tellement dégradée, les violences ont tellement augmenté à Mayotte que j'ai vu mon entourage, même les plus proches, ne plus comprendre pourquoi je m'intéressais à ces bandes de jeunes qui sont en partie... alors leur violence dont est une conséquence sont extrêmement violentes. Absolument, et la violence, la vie elle des est... habitants. Voilà. Bien sûr, il y a des assassinats, il y a beaucoup de violence. Cette violence, je ne la nie pas. C'est pas ce que j'ai choisi de montrer dans mes images, mais ça donne en effet, pour les Mahorais, c'est compliqué d'être face à des images qui revalorisent des jeunes que considèrent comme des parias, pour dire les choses. C'est aujourd'hui aussi une île, il faut le dire, Mayotte, qui quand même est déchirée, justement, entre les bandes de jeunes et les gens qui se déclarent et sont victimes aussi de cette violence. Une île où on a l'impression que la place de la nuance est de moins en moins importante. Est-ce que c'est ça aussi une des fonctions de l'artiste, finalement, que de remettre un peu de nuance, d'équilibre dans un sujet de société qui est extrêmement clivant et difficile? Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est une fonction de l'artiste. Je pense que chaque artiste investit son travail à sa façon. Moi, c'est la voie que j'ai décidé de suivre, d'essayer de montrer les choses différemment. Mais c'est surtout des réflexions que je partage. En fait, c'est un point de vue que je partage qui est le mien, qui me semble respectueux des situations et des jeunes avec lesquels je travaille. Et pour moi, c'est en effet, quand j'ai commencé à travailler sur les problématiques migratoires, qui est extrêmement médiatisée, encore plus maintenant, comment en effet, en tant qu'artiste, en tant que photographe, où dès qu'on aborde des sujets de société, on est assimilé à des journalistes ou des reporters, mettre en avant une vision artistique qui fait un pas de côté sur des représentations qui vont en général alimenter et banaliser, faire tomber dans l'anonymat des situations vécues par des personnes qui ont des histoires, des noms, des vies, des véritables raisons de migrer. Et donc, je pense que mon triptyque pourrait surprendre beaucoup de gens dans sa construction, puisque c'est pas un film narratif, c'est un film qui passe par l'émotion, par le sensoriel.
il y a des passages de poésie, il y a des passages de tension. Et il y a, on va dire, une mise en dialogue de ces différents espaces qui cohabitent de la marge et différents jeunes qui cohabitent. Et donc oui, j'essaye d'apporter de la nuance, d'éclaircir là où c'est flou, enfin en tout cas de trouver une façon qui va toucher le spectateur, parce que aujourd'hui, comment toucher les gens, comment leur donner envie de s'intéresser à des sujets qui souffrent d'images, on va dire, qui sont toujours les mêmes et qui font peur. Ça, c'est des questions qui traversent vraiment toute votre œuvre, Laura Hainaut. Alors là, il y a la particularité d'un travail avec des bandes de jeunes, hommes d'ailleurs, garçons, hommes, alors que vous aviez d'ailleurs plutôt l'habitude avant de travailler avec des jeunes femmes seules. Il y a une vraie différence là. Qu'est-ce qui a changé dans votre œuvre, dans votre travail depuis les Comores et depuis Mayotte et La Réunion, dans vos façons de faire aussi? Je dirais que le changement qui s'est opéré, c'est plutôt cette fraction 2009, 2010, 2000. C'est que, en effet, d'images plutôt métaphoriques, tout d'un coup, je me suis confrontée à des situations de vie difficiles. Des groupes, des hommes, je suis une femme, aussi le fait d'être une femme blanche et de travailler avec des hommes noirs, pour dire les choses, ça pose plein de questions en fait sur la représentation de l'autre, la représentation et de quel point de vue on se situe et comment restituer avec justesse tout ça. Et ce qui change, en fait, c'est chaque projet qui demande, on va dire, un ajustement différent, une remise en question perpétuelle sur, toujours garder une acuité, une vigilance de comment on représente, d'où on regarde, d'où on parle, comment on restitue les choses. Et voilà ma façon de... J'opère quasiment le même fonctionnement aux États-Unis, cet autre projet où je vis aussi. Alors, avec les Bushman, je ne vivais pas avec eux, je partageais leur quotidien. Aux États-Unis, je vis parmi les gens. Voilà, tous ces changements, il s'est vraiment opéré pendant toutes ces années, en fait. Nakini, aujourd'hui, votre vie, c'est une vie, comment vous pourriez la qualifier? De travailleurs ici, en Auvergne? De jeunes Maoris qui essayent de travailler, comment je dirais, d'aider peut-être les autres, d'essayer de les motiver à pouvoir, pour qu'ils puissent en sortir. Voilà. Merci à tous les deux et merci au FRAC Auvergne également et au public. Merci à vous.